grève dans le secteur du transport. Les chauffeurs de taxi-compteurs protestent contre la concurrence déloyale livrée par les propriétaires de véhicules banalisés. Une grève suivie partiellement malgré le mot d'ordre de suspension de l'intersyndicale. Rentrée scolaire 2013-2014, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique appelle les enseignants des collèges et lycées au respect strict des volumes horaires. Les enquêteurs de l'ONU en Syrie annoncent l'utilisation d'armes chimiques. Les Occidentaux étudient la possibilité d'une intervention militaire en Syrie sans aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou s'insurge. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1. Il n'était pas visible dans les rues d'Abidjan aujourd'hui. Les taxis comptent, malgré la suspension du mot d'ordre de grève annoncé hier par l'intersyndicale des organisations des transporteurs. Les chauffeurs de taxis comptent ont presque tous garés aujourd'hui pour protester contre la concurrence déloyale que leur livrent les propriétaires de véhicules banalisés. Cathy Issoumoro et Francis Boifo font le constat pour nous. Cocody Saint-Jean ce lundi matin. Le mot d'ordre lancé par certains syndicats de transporteurs appelant à l'annulation de la grève des taxis-compteurs est partiellement suivi. Hier, je n'ai pas regardé la télé, mais on m'a dit que c'est les chefs syndicats qui ont parlé. Ce matin, on dit non, il y a la grève puisque ce n'est pas les chefs syndicats qu'on connaît qui ont parlé hier. Bon, quand c'est comme ça, vous savez, c'est comme... On se cache pour rouler. Hein. Ils ont décrété la grève. La grève n'a pas été respectée. Il y a certaines personnes qui sont en train de rouler. Ils savent qu'il y a la rentrée qui approche. Ils vont scolariser les enfants. Donc pourquoi garer les voitures? Je pense que leur combat où ils doivent mener là, c'est contre la MATCA. C'est la MATCA qui doit revoir leur assurance à la baisse. Du côté des deux plateaux, toujours dans la commune de Cocody, aucun taxi-compteur n'était visible. Seulement, il y a des individus, on ne sait pas, un peu bizarres l'action dans les taxis qui essaient de voir si les différentes lignes qui sont descendues au niveau d'Agbala. Sinon, pour le moment, ici, il n'y a pas eu de casse. Comme d'habitude, ils viennent, ils font 2-3 tours et puis bon, ils s'en vont garer. Et même ils disent que c'est nous qui les faisons garer. Pourtant, on n'a pas affaire à eux. Ils sont descendus comme ça. Non, matin, ça roulait. Mais maintenant, ça nous surprend dans la circulation, on ne voit pas de compteur. Les taxis communaux nous arrangent, même plus que les taxis compteurs. Aujourd'hui, quand moi je quitte Angers pour venir à Cocody, je paye 350 fois en taxi communal, mais si je prends un taxi compteur, c'est 1500 au moins. Alors, le mot d'ordre de grève devenant récurrent dans le secteur des taxis compteurs, certains usagers appellent le gouvernement à se pencher très sérieusement sur la question. Et au chapitre éducation, vous le savez, la rentrée scolaire 2013-2014 est fixée au 16 septembre. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'active pour la réussite de cette rentrée. Pour la nouvelle année académique, des mesures sont prises. L'accent est mis sur le respect des volumes horaires. Le ministère invite les professeurs des lycées et collèges au respect strict de ces volumes. Patricia Mouetia. Professeurs de lycée, 18 heures de cours. Professeurs de collège, 21 heures de cours. Le non-respect de l'application de ces instructions engagera la responsabilité du supérieur hiérarchique. À tous nos gestionnaires, DREN, DEDEN, chefs d'établissement, IEP, il est impératif de rappeler que chaque enseignant doit être lié à une classe. Au niveau du secondaire, obligation vous est faite de procéder à une bonne répartition des volumes horaires, des missions de supervision et de contrôle. Sillonneront les établissements scolaires pour vérifier l'application effective de ces mesures. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'attelle à réduire les disparités en personnel enseignant et d'encadrement sur l'ensemble du territoire national. 140 instituteurs étaient là, assis chez eux. Pendant ce temps, des élèves n'avaient pas d'instituteurs devant eux. Il y avait au moins 70 pour l'IEP1 et puis les 80 autres, parce qu'il y a au moins 70 autres pour l'IEP2 de Gagnoire. On ne peut pas payer des gens à ne rien faire. Si jamais nous constatons cela dans une région donnée, dans un établissement donné, en tout cas, nous prendrons des sanctions qui conviennent. Quelques dates importantes du programme scolaire.
Les inscriptions au préscolaire sont prévues du 2 au 7 septembre 2013. La diffusion du calendrier général 2013-2014 et la réunion solennelle de la rentrée est fixée au 12 septembre 2013. Et le 16 septembre, le lancement synchronisé de la distribution des kits et manuels scolaires. La rentrée scolaire 2013-2014 est fixée au 16 septembre prochain. Les producteurs d'eau en sachet regroupés en syndicats plaident pour l'usage des sachets biodégradables. Cette plaidoirie intervient après la décision prise par le gouvernement de supprimer l'utilisation, la commercialisation, la détention des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi pour en savoir plus. Les sachets plastiques, un véritable danger pour l'environnement en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement veut dans les mois à venir interdire la fabrication et l'usage des sachets plastiques. Mais cette décision inquiète les producteurs d'eau en sachet, un secteur qui représente selon eux 25 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Au cours d'une conférence de presse, les producteurs ont plaidé auprès du gouvernement pour l'usage des sachets biodégradables afin de préserver l'environnement. Pour nous, il s'agit d'introduire, d'expérimenter le sachet biodégradable qui, dans l'histoire des pays développés, a fait ses preuves tout près de nous au Ghana. Le président du syndicat national des producteurs d'eau en sachet et ses camarades veulent soutenir les actions du gouvernement à travers une campagne de sensibilisation, d'éducation et de communication sur l'usage du biodégradable afin d'amener la population à préserver l'environnement. On prend la direction de Grand Bassam où les élus municipaux sont en formation. Les maires renforcent leurs capacités sur les procédures de gestion administrative, financière et technique des communes. On retrouve Mamadou Kouassi. Nombreuses sont les attentes des populations vis-à-vis de leurs élus municipaux, nouveaux pour la plupart. Ces attentes sont de plusieurs ordres, allant de la santé à l'éducation, en passant par l'insertion des jeunes. Pour satisfaire ces besoins, il faudrait que ces élus municipaux disposent de rudiments nécessaires et l'État les accompagne en leur donnant des outils pour mieux gérer leur commune. Le président de la République a, dans son programme de gouvernement, inscrit la décentralisation au nombre des priorités dont la mise en œuvre effective devrait promouvoir efficacement le développement local et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie de nos braves populations. Au cours de cette rencontre, les maires et leurs adjoints vont se familiariser aux procédures techniques et financières, notamment les règles d'élaboration du budget communal, la planification triennale et la passation du marché public. À cela s'ajoutent des procédures administratives. Il y a lieu de ne pas confondre le personnel des collectivités territoriales à celui d'une entreprise privée justement. Le maire qui arrive, si le cadre organique le permet, il peut procéder à des recrutements. Le recrutement également, comme le licenciement, obéit à des procédures, obéit à des tests qui existent bel et bien. Une initiative saluée par les maires. Si nous serons plus outillés à prendre nos communes en main, à gérer vraiment nos localités dans le respect strict vraiment des lois qui régissent notre pays. Échanger, faire apparaître surtout tout ce qui apparaîtra comme des éléments de blocage pour le fonctionnement normal de cette institution. Il y a de nouveaux tests qui sont sortis dont nous n'avons pas connaissance. Nous allons donc actualiser ces connaissances-là. Et puis vous savez qu'au plan financier, le recouvrement est un problème d'actualité pour toutes les municipalités et je pense que nous userons de techniques qu'on va nous apprendre pour améliorer nos recettes. La présente rencontre est l'initiative de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, appuyée par l'USAID, une structure américaine. Cette formation qui réunit 253 participants intervient après celle de février 2013, portant sur la passation des charges du maire. Je vous conduis à Béréni, à 23 km de Séguéla. Les populations de ce village sont heureuses. Elles viennent de bénéficier d'un château d'eau. Fini donc le calvaire des longues marches pour avoir de l'eau potable, nous dit Delphine Glar. Béréni est un village situé à 23 km de Séguéla. Ce village connaissait des pénuries récurrentes d'eau. Une situation qui causait de nombreux désagréments aux populations, mais en particulier aux femmes du village. Elles parcouraient au quotidien des kilomètres pour recueillir de l'eau dans les ménages. On a besoin encore de puiser l'eau, on refusait de venir au village. Nous sommes très fatigués de puiser de l'eau dans ce puits-là. Nous sommes très fatigués.
Nous sommes épuisés. Depuis la génération de nos mères, nous ne faisons que puiser de l'eau dans ces puits-là. L'eau est très sale. Manque d'eau, un vieux souvenir. C'est la fin du calvaire. Bérénie dispose désormais d'un château d'eau grâce aux efforts d'un fils de la région. S'il s'agit du développement de Worodougou, nous irons chercher les moyens partout. Oui, nous irons chercher les moyens partout parce qu'on ne peut pas se limiter seulement au niveau du Worodougou. Et c'est le signe, la preuve de l'entente, de notre volonté à aller au développement. Tour à tour, les intervenants ont salué l'action du bienfaiteur. Ils ont par ailleurs invité les autres fils et cadres de la région à suivre son exemple pour le développement de Bérénie. L'inauguration de ce château d'eau amélioré a donné lieu à une fête populaire. Château d'eau qui va assurer le fonctionnement des 6 pompes du village. On embarque dans la caravane de l'ONG Bien-être des albinos, une caravane d'information et de sensibilisation. Les albinos appellent à un changement d'opinion vis-à-vis de leur statut. Non à la marginalisation, c'est l'appel des albinos. Ce Corona, Kwadekwame Jean de Dieu. Selon les chiffres d'un recensement effectué en 2010, la Côte d'Ivoire compte 4000 albinos. Ces personnes sont confrontées à de nombreuses difficultés pour leur intégration sociale et victimes de toutes sortes de stigmatisation. Abandonnés par les parents, enlèvement pour des sacrifices humains, accès difficile aux centres de santé pour leurs problèmes de dermatologie et d'ophtalmologie. De nombreux albinos, malgré leur connaissance, sont toujours à la recherche de leur premier emploi. Pour lutter contre cette discrimination, l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bédassi, a initié une caravane de sensibilisation sur l'albinisme sur l'étendue du territoire national. Et au niveau de la santé, nous avons constaté beaucoup avec Ametou le problème du cancer de la peau. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de mener un combat. Avec ce film, la stigmatisation de la marginalisation a diminué de 60%. Donc beaucoup a été fait et encore beaucoup reste à faire. Cette organisation a marqué un arrêt à Bouaké pour la 4e étape au centre culturel de Bouaké à travers une projection de film. L'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire a exhorté la population du centre du pays à changer de comportement à leur endroit. Débutée le 17 août dernier à Toumoudi, cette caravane de sensibilisation sur l'albinisme prendra fin le 6 septembre prochain à Abidjan. Et c'est parti pour la phase qualitative des consultations nationales à la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. L'opération lancée il y a quelques jours est la 2e grande activité inscrite au tableau du plan opérationnel de la CDVR. Le reportage d'Hugues Vibli. La phase qualitative des consultations nationales va durer environ 4 semaines. Franck Okwasisran, le porte-parole de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, rappelle son enjeu majeur est la prise en compte de leur avis dans la conduite du processus de réconciliation nationale. L'opération est effective depuis le mercredi 21 août 2013. Elle se décline en 4 types distincts de rencontres verbales qui sont individuelles et groupales, à savoir les entretiens individuels, c'est une forme d'interview. Les ateliers thématiques sont des ateliers organisés sous forme de journées de réflexion qui réunissent 8 à 10 participants. En 3e lieu, les focus groups, ce sont des discussions de groupes de 6 à 12 participants issus d'entités homogènes. Et enfin, en 4e lieu, les rencontres communautaires de 30 à 45 personnes issues de groupes homogènes. Les entretiens individuels et les ateliers thématiques sont exécutés par le président de la CDVR et ses commissaires, tandis que les 2 autres, à savoir les focus group et rencontres communautaires, sont confiés aux bons soins des commissions locales et des plateformes de la société civile. Déjà en action, les 13 commissions locales et plateformes de la société civile couvrent les districts d'Abidjan, Abengourou, Alzopé, Bouaké, Korogo, Divo, Diokwe et Guiglo. D'autres entreront en action dès la semaine prochaine, annonce la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation.
La Fondation Espoir du PDCI RDA vient d'effectuer sa rentrée politique. Son responsable Zié Koulibaly annonce le soutien de la Fondation à la candidature d'Henri Konan Bédié à la présidence du PDCI RDA. On retrouve Hugues Véblé. La rentrée politique de la Fondation Espoir du PDCI intervient à moins de 2 mois du congrès du parti. Elle est l'occasion pour le premier responsable de la Fondation de marquer son engagement aux côtés du président du parti, candidat déclaré à ce poste au congrès à venir. Zié Daouda Koulibaly souligne que les actions du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, ont permis la stabilité de la Côte d'Ivoire et l'expression de la démocratie dans le pays. Tout en respectant toutes les sensibilités au sein de notre parti, nous gardons le secret espoir que la sagesse va habiter tous les états-majors afin que le dialogue triomphe. Le président Henri Konan Bédié est aujourd'hui le garant de l'unité nationale. Il doit être le garant de l'unité du PDCI RDA. Le président Bédié sera plébiscité. Sur les soubresauts actuels au sein du PDCI RDA, le président de la Fondation Espoir invite les militants, ceux de la Fondation notamment, à faire en sorte que le parti traverse la période du congrès dans l'union des cœurs et dans la tolérance des différences. La Fondation Espoir du PDCI RDA, qui prône un climat politique apaisé, souligne s'agissant du RHDP qu'il est important de sauver l'essentiel. Zié Daouda Koulibaly rappelle que ce qui unit les différents partis politiques membres du rassemblement est plus fort que ce qui les divise. Y a-t-il eu attaque aux armes chimiques en Syrie? Le pouvoir syrien est-il l'auteur? C'est à ces questions que les experts de l'ONU tentent de répondre. Chargés de faire la lumière sur l'usage présumé d'armes chimiques en Syrie, ces enquêteurs disent avoir recueilli des échantillons et rencontré des victimes de l'attaque chimique présumée. Depuis quelques heures donc, les Occidentaux étudient la possibilité d'une intervention militaire en Syrie sans aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou s'insurge. Fort d'un feu vert du régime syrien obtenu sous la pression de Washington et des Nations Unies, les inspecteurs de l'ONU ont quitté lundi matin leur hôtel à Damas pour se rendre dans la banlieue et entamer leur enquête sur l'attaque au gaz chimique qui a fait plus de 1000 morts selon l'opposition. En chemin pour la Ghouta orientale, ils ont été pris sous le feu de tireurs embusqués qui les ont contraints à faire demi-tour pour changer de véhicule. La télévision officielle a aussitôt accusé la rébellion de vouloir saboter une mission d'ores et déjà qualifiée de trop tardive par les puissances occidentales. Après une série de contacts entre Washington, Londres et Paris, ces dernières ont même confirmé la responsabilité du régime dans l'attaque chimique et annoncé une réponse dans les prochains jours. Il y a un massacre chimique qui est établi, il y a la responsabilité de M. Bachar al-Assad, il faut une réaction, nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Exact. Oui. Proportionnée à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Exact. Sur les ondes de la BBC, le chef de la diplomatie britannique a même précisé pour sa part que quelle que soit l'action menée, elle se ferait dans le cadre des lois internationales. Est-il possible de répondre aux armes chimiques sans une totale unité du Conseil de sécurité de l'ONU? Je répondrai que oui. Sinon, il serait impossible de répondre à de telles atrocités, à de tels crimes. Alors que la Turquie, l'Australie et l'Allemagne se sont ralliés à une telle perspective, le président syrien a réagi dans la presse de son grand allié russe. Il a jugé insensé les accusations occidentales et prévenu que toute intervention militaire contre son régime serait vouée à l'échec. Et la montée de la violence en Égypte fait fuir les touristes. La destination est désormais déconseillée. Ils sont nombreux donc les touristes européens à annuler leur voyage en Égypte. Le souk de Sharm el-Sheikh est étrangement calme. Rares sont les touristes qui s'aventurent encore dans ces échoppes autrefois bondées. D'ici 4 ou 5 jours, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Pas de touristes, ça veut dire pas de chiffre d'affaires. Au bord de la mer Rouge, les hôtels sont quasiment vides. En effet, après les violences de ces dernières semaines, les tours opérateurs ont rayé l'Égypte de la liste de leurs destinations. Et les chancelleries occidentales ont mis en garde leurs ressortissants. Un nouveau coup dur pour un secteur touristique qui se remettait à peine de la révolution de 2011. On ne pourra pas tenir plus d'un mois comme ça. Si ça continue, il va falloir réduire notre effectif.
C'est grave. C'est très grave. Et c'est tout le pays qui souffre de cette crise. Eux sont venus malgré tout, sous le soleil et pas vraiment inquiets. La télé ne marche pas dans notre chambre, on n'a aucune idée de ce qui se passe. J'ai essayé d'acheter un journal et de regarder sur Internet. Avec le tourisme, c'est toute l'économie égyptienne qui est touchée. À lui seul, le secteur représente 11% du PIB. Et toujours en Égypte, le couvre-feu imposé au Caire et dans 13 provinces égyptiennes en raison des violences qui ont suivi la répression sanglante des manifestations pro-Morsi est raccourci de 2 heures. Il court désormais de 21h à 6h alors qu'il était appliqué de 19h à 6h. Mais ce léger réaménagement ne sera pas appliqué vendredi, jour où les islamistes appellent généralement de grandes manifestations contre le pouvoir. Les nouvelles du reste dans le monde nous parviennent de la Palestine. 3 Palestiniens ont été tués ce lundi dans un affrontement avec des Israéliens. L'Irak a été frappé par un attentat qui a fait au moins 48 morts. Et tout de suite, la Chine, où le procès de Bozilaï s'est achevé aujourd'hui même, il risque la peine de mort. C'est sur un réquisitoire laissant augurer une peine sévère que le procès du dirigeant déchu Bozilaï s'est achevé lundi. Les infractions imputées à Bozilaï, corruption, détournement de fonds publics et abus de pouvoir, sont extrêmement graves, a déclaré le procureur. Le jugement a été mis en délibéré à une date non précisée. Selon les experts, l'ex-haut responsable encourt la peine capitale. Ce procès, qui a mis en lumière la corruption et le train de vie fastueux des cadres du régime communiste, a tenu en haleine la Chine pendant 5 jours. Nouvelle vague d'attentats en Irak. 48 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées dimanche dans plusieurs attaques qui ont frappé la région de Bagdad et des villes du nord du pays. Ces nouvelles attaques confirment un niveau de violence jamais égalé depuis 2008. Plus de 3600 personnes ont ainsi été tuées depuis le début de l'année. À l'origine de cette recrudescence, le ressentiment grandissant de la minorité sunnite envers la communauté chiite. Regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. 3 Palestiniens sont morts lundi et une vingtaine d'autres blessés à la suite d'affrontements dans le camp de réfugiés de Kalandia près de Jérusalem. Selon l'État hébreu, les heurts se sont produits après l'arrivée dans le camp de gardes-frontières israéliens venus arrêter un Palestinien. La présidence palestinienne a immédiatement réagi, accusant Israël de vouloir détruire le processus de paix. Les Philippins ont répondu en masse à l'appel des réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés lundi à Manille, la capitale de l'archipel, mais aussi dans plusieurs villes de province, pour protester contre les scandales de corruption dans lesquels trempent leurs dirigeants politiques. C'est l'une des plus importantes manifestations depuis l'arrivée au pouvoir de Benigno Aquino, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption. Un président dont la popularité reste élevée, contrairement à celle de la classe politique. Sur le continent africain, au Cameroun, plusieurs dizaines de lieux de culte d'églises pentecôtistes ont été fermés. C'est une décision des autorités qui accusent ces églises de s'adonner à des activités contraires à la loi et aux bonnes mœurs. Les scellés empêchent l'accès à cette église du Réveil de Douala. Les autorités ont mis leurs menaces à exécution. Elles ont fermé plusieurs dizaines de lieux de culte évangélistes au Cameroun. Une opération d'assainissement ordonnée par le président en personne pour contrer des pratiques jugées illégales. Devant la porte close, les fidèles semblent totalement déboussolés. Point de vue santé, ça n'allait pas du tout. Depuis que le prophète a commencé à prier pour moi, je me sens déjà bien. Donc je ne sais pas où aller d'autre et je ne veux même pas aller ailleurs. Nous sommes très déçus parce que nous ne comprenons pas pourquoi un ministère comme celui-ci, qui est en train d'aider tous les Camerounais, soit fermé. Le pasteur, lui, se dit très serein, affirmant que son église baptiste ne pose aucun problème. Il admet juste un petit souci d'autorisation pour légaliser son culte. On n'a pas encore véritablement fourni ou présenté ces documents aux autorités, mais ces documents seront présentés et je pense que ce malentendu sera clarifié. Voici une vidéo tournée par les fidèles de cette église. On y voit une jeune femme présentée comme aveugle car elle serait envoûtée. Le pasteur opère alors une cérémonie de délivrance. Les croyants crient au miracle. Guérison ou manipulation mentale, les autorités ont tranché. Elles accusent certaines églises d'escroquerie, nuisances sonores et enlèvement de femmes mariées. Patsa chez nous rétorque les églises pentecôtistes classiques qui saluent le ménage fait dans les églises du Réveil, leurs concurrentes directes. Les églises réveillées
Je ne sais pas s'il y a des églises endormies, mais celles qui se disent réveillées, bon, si elles sont réveillées, qu'elles fassent donc moins de bruit. Elles n'auront pas de problème avec l'administration ni avec les autres. Amer, ce pasteur a vu les rangs de ses fidèles se vider peu à peu ces dernières années au profit des églises du réveil. Des lieux de plus en plus prisés des populations, attirés par les miracles qu'on leur promet là-bas. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de l'Afrobasket 2013. On connaît les premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition continentale. Il s'agit du Maroc, du Cameroun et du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui a battu le Burkina Faso 100 contre 60. Anne-Marie Nguessan. Après un début de rencontre presque chaotique face à des Burkinabés volontaires, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont remis dans le jeu pour remporter le premier quart-temps 19-15. Plus concentrés et plus appliqués, ils vont creuser l'écart au deuxième quart-temps, 45-28. Les Ivoiriens continuent sur leur lancée au troisième et quatrième quart-temps face à des étalons démotivés. Konaté Stéphane, Eddy Guy et Solo Diabaté se libèrent et engrangent des points. Score final 100-60. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale et aura pour adversaire le Cameroun. Dans un duel maghrébin âprement disputé, le Maroc a pu prendre le dessus face à l'Algérie et s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Avant d'en arriver là, Marocains et Algériens se sont livrés à de beaux duels sous la raquette, se maintenant au coude à coude et se neutralisant plusieurs fois. 10-10, 44-44, 55-55 et 61-61. Les deux premiers quart-temps sont remportés par le Maroc, 14-12 et 31-26, et le troisième par l'Algérie, 50-49. Au coup de sifflet final, les deux équipes sont à égalité, 72-72. On a donc recours à la prolongation pour les départager. Et après avoir compté 7 points de retard à moins de 2 minutes de la fin, le Maroc s'est arraché pour obtenir l'égalisation et sceller le sort de la rencontre 86-81. Grâce notamment à Mustapha Kalfi, 24 points, 6 rebonds et 100% des réussites au lancer franc. Le Maroc devient ainsi le premier pays qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Les Lions de l'Atlas affronteront le vainqueur d'Angola-Mali pour une place en quart. Le Cameroun, pour sa part, a pris tranquillement son billet pour ses quarts de finale en dominant le Mozambique 75-42. Plus adroit au tir et à la passe, dominateur au rebond, les Lions indomptables ont également asphyxié les Mozambicains en défense. Et toujours en sport, l'équipe nationale militaire de football a participé aux phases finales de l'édition 2013 de la Coupe du monde militaire de football le mois dernier à Azerbaïdjan. Les éléphants militaires sont revenus avec de bonnes nouvelles. Ils ont été classés 3e, le récit d'Emma Niamien. Les militaires footballeurs ivoiriens sont rentrés de l'édition 2013 de la Coupe du monde militaire de football organisée en Azerbaïdjan avec le trophée de la 3e place. La coupe a été officiellement remise au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Occasion pour l'adjoint au chef de la délégation, le médecin-colonel Kouadio Denis, de traduire sa reconnaissance au ministre de la Défense pour sa disponibilité et son soutien à l'équipe nationale militaire de football. Au nom de la délégation, le colonel Kouadio Denis a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui porte un intérêt particulier pour le sport, facteur de cohésion et de fraternité, et qui a également créé les conditions pour une participation honorable des éléphants militaires à cette compétition intercontinentale. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a félicité tous les acteurs de l'expédition d'Azerbaïdjan pour le résultat obtenu. Un résultat qui marque encore une fois le retour de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Il faut noter que pour cette édition, la Côte d'Ivoire a occupé la 3e place, après la République du Sultan d'Oman, battue en finale par l'Irak, sur un score de 3-2. Voilà, et je rappelle que pour l'Afrobasket 2013, la Côte d'Ivoire, en battant le Burkina Faso cet après-midi, est donc qualifiée pour les quarts de finale. Et tout à l'heure, à l'édition de RT Sport, vous retrouverez Cathy Touré pour tous les résumés. Et moi, je vous dis au revoir. Merci à vous tous de votre attention.